Professeur Christian Perronne. Donc je viens d'entendre le professeur il y a quelques jours déjà du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, nous dire qu'on était rentré, je le cite, dans la gestion d'une épidémie de longue durée. Alors, si vous regardez l'OMS, il y a déjà plusieurs mois, nous avait mis une grande page d'annonce avec en couleur et puis après des textes pour nous dire ce virus sera éternel. Je ne sais pas comment l'OMS pouvait dire que le virus allait être éternel il y a plusieurs mois. Moi, personne n'en savait rien. Soit ils se sont très bien informés, soit il y a des intérêts autres que des intérêts purement médicaux derrière. Et c'est pas scientifique de dire que le virus sera éternel de toute façon. C'est pas du tout scientifique parce que dans l'histoire, un virus perd toujours de sa virulence quand il est nouveau et qu'il s'adapte à l'homme. Et on a appris également, par intermédiaire de mon coproducteur ici présent, que selon le CDC, vous avez vu cette information, il n'y aurait que 6% des cas de mort déclarés du Covid qui seraient vraiment morts du Covid, c'est-à-dire uniquement de cette maladie. Votre réaction par rapport à ça ? Il est certain que dans certains pays, certaines statistiques ont été un peu truquées parce que on sait que dans beaucoup de pays, les hôpitaux qui déclaraient un cas de Covid hospitalisé, puis encore plus, c'était le jackpot, un cas de Covid décédé, touchaient des primes ou touchaient plus d'argent que s'ils déclaraient simplement une bronchite ou une pneumonie à pneumocoque. Malheureusement, je pense qu'il y a eu ce type de malversation dans beaucoup de pays. Moi, je connais aussi un pays en Europe où on demandait aux familles d'être d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on déclare votre mari qui est mort d'un infarctus, qu'il est mort du Covid? Parce que ça rapportait aux autorités. Et il y a aussi des pays où on a testé 3 fois les gens avec 3 tests différents. En les déclarant avec 3 numéros différents pour avoir 3 fois plus de résultats positifs parce qu'il y avait des subventions aux résultats positifs. Donc voilà, j'ai pas la situation précise et la preuve de tout ça pour tous les pays, mais je sais que c'est quelque chose qui existe et que ça continue d'entretenir une... Je ne dis pas que le virus a disparu, il y a encore un peu d'épidémie, mais il y a une fausse épidémie qui est gonflée dans certains endroits de la planète. Derrière ces subventions, donc c'est de l'argent, qui finance ? Ah ça, je n'ai pas fait l'enquête là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que je veux dire? On a l'impression que depuis 10 ans ou 20 ans, l'OMS nous prévient, nous informe en disant « Attention, prévenez-vous, qu'il y a des risques épidémiques, il est vrai », et qu'en fait les gouvernements n'en font qu'à leur tête et rien n'est fait. Vous l'avez constaté, après le pic épidémique, vous venez de sortir, vous avez sorti un livre dans lequel vous racontez tous les dysfonctionnements au niveau du conseil scientifique, au niveau du haut comité à la santé publique. Racontez-nous un petit peu tous ces dysfonctionnements en quelques mots, voilà. Alors, si je me suis permis de donner mon avis, pas tout début, mais quand j'ai vu que ça dysfonctionnait, c'est parce que pendant 15 ans, j'ai géré les crises sanitaires, les épidémies avec différents ministères français, parce que j'étais président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. Donc, je connais parfaitement la gestion de ces crises. Et au début, j'ai fait parfaitement confiance au gouvernement, aux différentes instances en janvier, février. Puis à partir de mars, j'ai commencé à me poser des questions, puis de plus en plus. Et après, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de test. Alors que moi, j'avais signé en janvier, je crois, 2011, une recommandation qui avait été demandée par le gouvernement pour comment gérer les stocks de masques. On avait tout écrit. Et quand j'ai relu ma recommandation, qui est maintenant un petit peu ancienne, s'ils avaient suivi ça, on aurait eu un stock normal, comment renouveler les stocks, etc. Après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit non, les masques, ça ne sert à rien, ils ont tout mis à la poubelle. Donc, c'est pas normal. Et après, au lieu de reconnaître, bah oui, on a fait une petite erreur, on n'a pas de masque, voilà, bah, débrouillez-vous, fabriquez vos masques vous-même, on va essayer de corriger ça le plus rapidement possible. Ils ont dit non, les masques ne servent à rien. Donc, il y a eu des mensonges permanents. Après, sur les tests, ça a été pareil. Quand le virus a été envoyé par les Chinois à différents pays dans le monde, les Allemands, un virologue de Berlin, dès la mi-janvier, a mis au point un test PCR maison. Avec l'accord d'Angela Merkel, il envoyait à tous les labos en Allemagne, que ce soit les labos publics, privés, vétérinaires, de recherche. Allez-y, faites votre test, voilà la recette. Et ils l'ont fait, ils ont pu tester un nombre incalculable de gens très rapidement dès que le virus est arrivé en Allemagne. En France, on a dit non, surtout pas, c'est l'Institut Pasteur qui a le monopole, et c'est eux les savants, ils doivent mettre au point de test, il faut que tout soit
passe par les normes de certification. Et aujourd'hui, début septembre, il y a toujours des laboratoires que je connais de recherche ou vétérinaires qui ont des tests qui marchent très bien, mais ils n'ont toujours pas l'autorisation officielle. On est tombé dans une espèce de bureaucratie complètement dingue où la société française est en train de crouler. Là, on voit cet exemple-là, mais c'est dans d'autres domaines. Mais est-ce qu'on peut assimiler ça à de l'arrogance, comme vous le dites, ou à de l'incompétence? Parce que c'est grave quand même d'avoir cette administration qui ne suit pas et qui bloque tout. Moi, je pense qu'il y a à la fois de l'incompétence et de l'arrogance parce que l'administration française bloque tout dans tous les domaines. Interdit des choses, attend que tout soit homologué. Mais quand on est en période de crise à 500 morts par jour, on n'attend pas que le test soit homologué dans 3 mois. On agit. Les Allemands ont dit, allez-y, peut-être que le test n'est pas parfait, on y va et on va l'évaluer en cours de route. On n'attend pas que dans 6 mois, que tout soit validé par l'Institut Pasteur. On vous regardez une petite vidéo, la vidéo 1. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Voilà. Là, on croirait à un numéro de Grand Guignol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. Et on voit que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Quand on était en pleine vague épidémique, on avait vraiment besoin des masques. Les masques sont utiles en espace clos, notamment pour les soignants, quand il y a des projets, quand il y a des personnes malades dans l'environnement, pour empêcher les dispersions de gouttelettes de salive qui peuvent être contaminées. Mais les masques, quand maintenant l'épidémie est quasiment terminée, dans la rue, à l'école, ça n'a plus aucun intérêt. Et je rejoins tout à fait les paroles du professeur Salomon au début ou du ministre de la Santé qui disait c'est totalement inutile dans ces conditions. Mais ils ont oublié ce qu'ils ont dit. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font le maximum pour se justifier de ne pas avoir fait quand il fallait. Et franchement, le masque partout dans les open space, dans les écoles, il faudrait mieux dire aux parents pour les écoles, si votre gamin est enrhumé à la grippe ou à une bronchite, il ne va pas à l'école, il se fait tester, puis on teste les gens autour. Pareil pour les adultes sur le lieu de travail. Mais dépister comme on fait maintenant toute la population, c'est un non-sens total, parce qu'on verra tout à l'heure, mais il y a beaucoup de faux positifs. Alors, quand je suis venu dans ce studio pour ce tournage, dans la rue, à côté, j'ai vu une queue monstrueuse devant un laboratoire d'analyse médicale de gens qui attendent avec impatience de savoir s'ils sont malades alors qu'ils sont en pleine forme. Et on sait que les tests PCR, c'est le fameux test qui détecte le virus dans le nez. C'est pas la faute du test, tous les tests médicaux sont comme ça. Il y a à peu près 3% de cas où ils donnent ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que le test dit détecter le virus alors qu'il n'y en a pas.
C'est-à-dire que 3% des gens détectés vont être déclarés malades alors qu'ils sont en pleine forme. Donc si vous faites par exemple 1000 tests, je vais au ministère de la Santé demain, je dis aux fonctionnaires du ministère, ben voilà, je vais vous dépister, on fait 1000 tests, ben le jour même ou le lendemain, j'aurai 30 cas de Covid qui ne sont pas du tout des Covid, qui ne sont pas malades. Quand Olivier Véran dit maintenant on va monter en capacité pour faire 1 million de tests par semaine, là c'est du grand délire parce qu'ils auront, du fait des faux positifs, minimum 30 000 nouveaux cas chaque semaine, plus les quelques cas vrais qui sont dépistés chez des gens jeunes qui ont des maladies très bénignes. Et comme ça, le ministère pourra dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, l'épidémie continue, il y a des malades partout, et on pourra continuer à confiner Marseille, Paris, les grandes villes, et faire vivre les gens dans la terreur. Mais Olivier Véran sait qu'ils ne sont pas malades. Olivier Véran le sait, mais moi je ne suis pas à sa place pour dire pourquoi il dit des choses qui ne sont pas basées sur des données scientifiques. Vous savez, si on s'amusait chaque été à faire des PCR pour tous les virus respiratoires qui traînent, on en trouverait beaucoup chez des gens qui vont très bien ou qui ont eu un petit rhume. Même on trouverait de la grippe en plein été, ce qu'on ne fait pas, ça n'a aucun intérêt. Là, le taux maintenant de mortalité de ce fameux Covid-19 est revenu au niveau de n'importe quel virus respiratoire saisonnier. Et on n'a jamais comme ça confiné toute la population. Alors, bon, qu'il y ait eu des mesures plus strictes au moment de la vague épidémique, je veux bien, mais maintenant que la vague est passée, ça devient indécent. Alors, on va revenir sur la gestion de la crise. Je vous propose une autre petite vidéo. La vidéo 2, la conférence de presse. Je rappelle que les masques médicaux, chirurgicaux FFP2 sont réservés à un public, et notamment les soignants et les personnes fragiles, que le Premier ministre a annoncé qu'il y avait des masques qui sont des masques non soignants destinés aux Français de ce qu'on appelle la deuxième ligne. Ce sont des personnes qui sont au contact avec du public et qui ont besoin d'avoir une protection particulière, et que par ailleurs, la réflexion sur le port du masque en population générale, cette fameuse question qui soulève beaucoup d'autres questions à l'étranger, nous sommes en train de la regarder comme nous le faisons depuis le début, avec humilité face à un risque inconnu, qui est cette épidémie virale, avec humilité face à l'évolution des données qui nous reviennent tant au niveau national que depuis l'étranger. J'entends que certains pays prônent le port du masque en population générale. J'entends aussi que des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé considèrent que le port du masque ne doit surtout pas pénaliser les gestes barrières qui sont encore plus protecteurs. Nous saisissons les autorités scientifiques de ce pays pour leur demander si la doctrine doit évoluer, étant donné que l'avis d'un certain nombre de scientifiques a pu évoluer. Je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle, mais je vous promets de vous la donner dans les meilleurs délais. C'est une question dont je comprends, encore une fois, qu'elle intéresse les Français. Il n'y a pas de changement radical de doctrine, il y a toujours une évolution, une capacité à nous adapter collectivement face, encore une fois, à ce qui relève, je le redis avec humilité, d'une menace épidémique que nous ne connaissions pas, que le monde n'avait jamais connu jusqu'à présent. Je vous remercie. Je pense que le ministre a raison de dire qu'il est humble parce qu'on a l'impression qu'il veut réinventer la poudre. L'utilité du masque, ça a été déjà publié depuis des années. Des recommandations officielles du Haut Conseil de la Santé publique a dit dans quelles conditions il faut l'utiliser. Puis là, elle a l'air complètement perdue en disant on n'a aucune donnée, attendez, le Conseil scientifique dit un truc, il dit autre chose le lendemain, on est perdu. On va revenir vers vous très prochainement pour vous dire ce qu'on fait. Et pendant ce temps-là, les Français étaient contaminés, ils n'avaient toujours pas de masque. Est-ce que c'est scientifique d'imposer ou de vouloir absolument une étude randomisée en pleine période épidémique? Faire une étude randomisée, quand on n'a aucune donnée sur aucun médicament, à la limite, ça pourrait justifier. Si on n'a rien du tout, bon, pourquoi pas. Mais là, il y avait quand même des arguments très forts, historiques et puis récents, en Chine, en France, dans d'autres pays, que la chloroquine pouvait marcher. Je suis d'accord, à l'époque, il n'y avait pas la preuve totale, mais plus un médicament qui était commercialisé en vente libre depuis des décennies, qui n'avait jamais tué personne. Pourquoi pas le donner à tout le monde et puis évaluer? On peut évaluer en cours de route, en marchant. Là, ça a été une dictature terrible et on l'a quasiment interdit. La France était le seul pays à l'interdire comme ça. Il y a eu les États-Unis un petit peu aussi, parce qu'au début, l'agence du médicament américaine avait dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Après, ça a été utilisé, ça a été recommandé, puis retiré à nouveau. Mais à part la France et les États-Unis, tous les pays étaient libres de prescrire. Alors, l'hydroxychloroquine, c'est pour moi un immense scandale, parce que quand il y a eu le virus du SRAS en Chine, qui était le premier coronavirus un peu méchant, qui a fait la première épidémie,
Les Chinois avaient déjà montré que l'hydroxychloroquine marchait au laboratoire. Ils avaient traité quelques cas, puis ça s'est arrêté parce que l'épidémie a disparu assez rapidement. Mais les Chinois, quand même, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait. Et quand il y a eu l'épidémie du nouveau coronavirus, la Covid-19, ils ont ressorti l'hydroxychloroquine des cartons. Bon, ils ont essayé aussi d'autres molécules. Ils se sont aperçus que ça marchait. Ils l'ont confirmé au laboratoire. Ils ont vu chez les malades. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire des grandes études bien faites parce que quand ils l'ont utilisé largement, l'épidémie était en train de disparaître en Chine parce que comme ils ont confiné toute la ville de Wuhan, il y avait, les cas ont régressé. Et il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques dites randomisées avec tirage au sort qui ont pu être publiées. Mais les études qui ont été faites à l'époque montraient que ça marchait très bien. Donc c'est déjà, dès le début de l'épidémie, on savait que ça marchait sur l'expérience chinoise. Après, il y a Raoult. Alors au début, il y avait 24 malades, on a rigolé, mais quand c'est significatif sur 24 malades, qu'on voit que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine font chuter la charge virale, c'est quelque chose de très important. Un test statistique sur un petit nombre de gens est beaucoup plus puissant que sur un grand nombre de gens, mais les gens le raisonnent quelquefois à l'envers. Après, on a dit, ouais, 24, c'est rien. On a dit à Raoult, bon, c'est n'importe quoi tes données. Après, on est passé à des centaines de patients. Il a publié à la fin sur 3500 patients. On a continué à dire qu'il racontait n'importe quoi, sous prétexte qu'il n'y avait pas un groupe placebo. Mais moi, je suis désolé, le placebo, ça a été inventé par les Anglais il y a très longtemps pour des traitements qui ne marchent pas très bien. C'est pour voir si un traitement qui ne marche pas très bien fait un peu mieux que l'effet psychosomatique d'avaler du sucre. Donc, mais quand un traitement marche à plus de 95%, il n'y a aucun intérêt à donner un placebo. Même l'OMS a écrit des recommandations là-dessus. Il y a un général de l'armée là, qui a été directeur de l'Institut Pasteur du Cameroun qui l'a écrit. Quand il faisait des études cliniques en Afrique, l'OMS disait surtout dans beaucoup d'études, ce n'est pas la peine de faire un placebo si le traitement marche très bien. Donc ça, c'est connu. Et malheureusement, il y a une intelligentsia parisienne qui a fait croire à tout le monde scientifique et médical que s'il n'y avait pas de placebo, l'étude n'avait pas de valeur. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la raison pour laquelle la chloroquine a été classée comme substance, molécule vénéneuse? Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait précisément à la mi-janvier. Il se trouve que les laboratoires fabricants avaient déjà fait cette demande depuis un certain temps. Sanofi. Voilà, c'est Sanofi. Je n'ai pas la raison précise. Après, de classer cette substance en substance vénéneuse, c'est pour moi une honte parce que il y a des milliards de gens qu'on a pris sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Et il y a des effets secondaires possibles, il faut être prudent, il y a quelques interactions médicamenteuses, il faut respecter certaines règles de prescription, on est tous d'accord. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Ça a été démontré après. Mais si vous aviez pris un comprimé d'hydroxychloroquine, on disait c'est à cause de l'hydroxychloroquine que vous avez un problème cardiaque. Et ça, c'était aussi pour moi un grand scandale de manipulation du public, de leur faire croire que c'était un produit dangereux alors que c'était un produit qui pouvait les sauver à plus de 95%. Donc on va revenir un petit peu sur la gestion de cette crise. Pendant le confinement, vous allez avoir des médecins qui vont intervenir et qui vont faire peur à tout le monde et surtout qui vont dire que l'hydroxychloroquine ne marche absolument pas. Je propose de regarder une vidéo que vous avez sans doute vue. C'était le 27 juin. Attention, le 27 juin. Bien, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, un antipaludéen associé à un antibiotique, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. L'association de médicaments recommandée par le professeur Didier Raoult. Alors, compte tenu des résultats de diverses études internationales, moi je ne vais pas entrer dans les résultats, je n'y connais rien. Simplement, le gouvernement, suivant le Haut Conseil de santé publique, a abrogé l'autorisation de prescription de l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux français lors d'essais cliniques. Vous comprenez cette décision ? Je pense que maintenant, en termes de sécurité d'emploi, ce que l'on dit depuis le début, quand on a déjà commencé à parler de la chloroquine, dès le début, tous les médecins
qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires. Il faut tout le temps, quand on utilise un médicament, faire la balance entre le bénéfice et le risque. Le problème de la chloroquine, c'est qu'on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc, quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment, quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer de tort en tout premier. Tout premier, c'est ne pas causer de tort. Et on voit bien qu'avec la chloroquine, toutes les études qui sont publiées... Donc la décision est sage ? La décision est sage, bien sûr, c'est une décision de précaution. Quand on sait que ce médicament n'a pas encore montré d'efficacité, on ne va pas le prescrire en faisant courir un risque au patient qui ne décéderait pas du Covid, mais va décéder d'un accident cardiaque. Et on a eu, avant toutes ces décisions, des signaux de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la pharmacovigilance en zone PACA, par exemple en Bretagne, en Aquitaine, où des patients sont décédés d'effets secondaires de la chloroquine. Alors là, je dois dire que les bras m'en tombent, c'est de la désinformation, parce que l'efficacité de la chloroquine avait déjà été montrée. Tous ces signaux de l'Agence du médicament, c'était des signaux de problèmes cardiaques liés au virus responsable de la Covid-19, mais pas liés à l'hydroxychloroquine, parce qu'il y a eu les mêmes accidents chez des gens qui n'avaient pas reçu le traitement, mais ceux-là, ils n'étaient pas déclarés à l'Agence du médicament. Et je me souviens très bien, ça m'avait choqué, le premier article qui a diffusé dans le monde entier pour dire l'hydroxychloroquine c'est dangereux, c'était un gars aux États-Unis qui voulait de la chloroquine, son médecin n'avait pas voulu lui prescrire, du coup il avait avalé le produit pour nettoyer son aquarium parce qu'il avait vu sur le flacon que ça contenait de la chloroquine, et il est mort parce que dans ce produit il y a peut-être d'autres produits toxiques, mais ça a fait la une des journaux partout dans le monde. Premier cas de mort du protocole Raoult avec un produit pour nettoyer son aquarium. Bon. Et après, la désinformation a continué. Mais ce qui m'a beaucoup choqué cette période, je savais par mes collègues réanimateurs à Paris qu'il y avait des accidents rénaux graves avec le remdesivir qui n'ont pas été publiés. Il y en a quelques-uns qui ont été publiés. Il y a eu des hémorragies digestives aussi graves chez les gens en réanimation avec un autre médicament qui s'appelait le Caletra. Donc je me suis dit, tiens, la semaine prochaine, l'Agence du médicament va faire un avis d'avertissement pour les médecins. Attention, chez les malades graves en réanimation, il faut faire attention avec ces produits. Pas un mot. Et à côté de ça, la chloroquine était responsable de tous les maux. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même un peu fort de café. Je vous laisse ramasser vos bras. Je vous invite à regarder une autre vidéo, toujours de Karine Lacombe, qui a quand même bien monopolisé le débat pendant cette période de confinement. Les acteurs de la crise du coronavirus en France se sont succédés cette semaine à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est d'analyser un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez été entendu, vous, cette semaine. Quel est l'intérêt de cette commission parlementaire ? Je pense que l'intérêt, c'est que les députés puissent, donc l'Assemblée nationale, puissent se rendre compte comment ça s'est effectivement passé sur le terrain, entendre chacun avec les arguments pour répondre aux questions et surtout aux interrogations que chacun est en droit de se poser. On a vu qu'il y a beaucoup de polémiques, malheureusement, qui sont survenues à l'occasion de cette crise sanitaire majeure. Et c'est vrai que retrouvez-vous dans une passe d'armes avec le polémique professeur Didier Raoult, qui vous a un peu mis en cause cette semaine. Lui dénonce un peu des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je me suis beaucoup exprimée à l'occasion de cette audition sur, non pas les conflits d'intérêts, mais sur les liens d'intérêt. J'ai expliqué ce qu'était un lien d'intérêt, pourquoi il était important d'avoir des rapports encadrés avec les laboratoires pour aider à l'innovation thérapeutique, mais qui sont des rapports encadrés. Et la loi, voilà, est extrêmement claire là-dessus. Donc je pense que ça devrait être un chapitre clos. Le problème, c'est que cette question de lien d'intérêt, en fait, a servi de prétexte pour clore les débats fondamentaux, prioritaires que l'on aurait dû avoir sur les médicaments qui sont à l'essai contre la Covid-19. Et ça a vraiment enfermé le débat dans une question uniquement liée au lien d'intérêt, et on n'a pas pu avoir de débat scientifique. Et je pense que c'est le plus grand problème auquel on a fait face ces dernières semaines. Alors là, ce qui est pour moi totalement surprenant,
c'est qu'elle dit, et même elle fait la distinction entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt, elle dit que les liens d'intérêt, c'est naturel, qu'un médecin a le droit de travailler pour l'industrie. Là, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle était en service commandé par le gouvernement, qu'elle apparaissait à la télé à côté du Premier ministre, du ministre de la Santé, pour dire que la chloroquine, c'était nul et qu'il y avait d'autres médicaments, notamment le remdesivir, etc., qui étaient très bien. Bon, Karine Lacombe n'était pas dans une commission officielle, mais il y a quand même beaucoup de collègues qui étaient dans des commissions officielles, que ce soit le comité scientifique à l'Élysée, le Conseil de la santé publique, qui avaient de réels conflits d'intérêts. Normalement, ils n'auraient même pas dû siéger dans ces commissions. Ils auraient dû avoir l'honnêteté de se retirer et n'auraient jamais dû rendre des avis. Ils auraient dû avoir l'honnêteté de dire non, je ne peux pas parce que j'ai touché 20 000 € de tel laboratoire. Et là, c'est vraiment grave. Alors aussi, je voulais souligner que quand Karine Lacombe dit ça, c'est fin juin. Il y avait déjà eu le scandale de l'étude frauduleuse du Lancet, du New England Journal, que ces études avaient été rétractées, que les auteurs se sont excusés. Mais vous vous rendez compte la gravité? Moi, je pensais que tout allait être réglé quand il y a eu le Lancet Gate, comme on dit, que ça y est, la communauté internationale allait voir qu'il y avait une gigantesque supercherie mondiale. Eh bien non, les gens ont continué à publier des articles contre la chloroquine totalement délirants, comme tout récemment en France. Bon, il n'y a pas que des Français, il y avait des Suisses dans l'affaire. Un article qui a été publié avec notamment Nathan Peffer-Smadja, qui est un interne à Bichat, qui est un élève de Yazdan Panal, président de Reacting, qui travaille aussi à l'Imperial College à Londres, université largement financée par Bill Gates, et qui a été à l'origine du plus grand canular, disant qu'il allait y avoir 500 000 morts du Covid en Angleterre et même dans d'autres pays européens. Ils ont fait soi-disant une méta-analyse, une analyse de tout ce qui était publié, mais c'est affligeant quand on lit cet article, comment il a pu être publié dans un grand journal, qu'ont fait les relecteurs de l'article. Ils ont analysé 800 articles soi-disant, ils en ont gardé 29, tout ce qui ne les arrangeait pas, ils l'ont écarté. Ils ont inclus des données qui n'étaient même pas encore publiées. Cette étude est totalement bidon, mais elle a fait la une de tous les médias pendant 3 jours, en disant « non, ça y est, la messe est dite, la chloroquine ne marche pas ». Donc vous voyez, la désinformation, après l'affaire du Lancet, continue. Et c'est très grave, parce que ces faux articles, frauduleux ou bidons, sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde. Ça a été analysé. Quand le Lancet est sorti, dans la plupart des pays du monde, les médecins prescrivaient largement l'hydroxychloroquine. Ils ont dit peut-être qu'on fait une erreur, maintenant c'est prouvé dans le plus grand journal mondial, on arrête. Et on a observé dans plein de pays, mais très proches de nous, dont la Suisse, mais d'autres pays européens et plus lointains en Asie ou en Amérique, on a vu un pic de mortalité pendant 2-3 semaines qui était l'effet Lancet, puisque les gens avaient arrêté de prescrire. Et puis après, quand il y a eu c'est dit dans les médias que l'article était frauduleux, qu'il y a eu la rétractation. Les médecins ont retrouvé confiance, ont represcrit la chloroquine et la mortalité est repartie à la baisse. Peut-être qu'on aura le même effet avec cette étude qui vient de sortir la fin août. Mais c'est très grave et je pense que les auteurs de ces articles devront un jour rendre des comptes devant l'humanité. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant 3 mois, le débat pendant le confinement a été quasiment monopolisé par les mêmes personnes. Donc ces médecins qui avaient des liens d'intérêt, non pas des conflits d'intérêt, comme le dit Karine Lacombe. Après le confinement, la parole s'est un petit peu libérée. Vous avez écrit un livre. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé sur un plateau télé. Puisqu'on parle de traitement, et je dois en parler parce qu'il est très visible, il y a un professeur de médecine, chef de service, Christian Perronne pour le nommer, qui se répand depuis quelques jours sur tous les plateaux télé, qui accordent de nombreuses interviews, pour dire des choses très graves, pour expliquer que le gouvernement et les scientifiques ont été criminels de refuser la chloroquine, que 25 000 morts en France auraient pu être évitées si les médecins, les décideurs n'avaient pas été corrompus par l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça qu'il le dit. Perronne affirme que tous ceux qui ont critiqué Raoult, vous peut-être, professeur, ont touché beaucoup d'argent pour flinguer la chloroquine et donc laisser mourir des gens. Est-ce que c'est un scandale? Et si c'est un scandale énorme, ou est-ce que c'est de la diffamation? Alors, pour ce qui est de la diffamation, les gens qui sont cités dans le livre que je n'ai pas lu, mais j'ai vu les noms qui sont dedans, auront tout loisir d'attaquer le professeur Perronne. J'ai le privilège de ne pas en être. Mais si j'en avais été, j'aurais déposé plainte. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que dire que les médecins, les milliers, les millions de médecins dans le monde,
n'ont pas prescrit d'hydroxychloroquine, donc sont des criminels, c'est juste extraordinairement incroyable et infamant. Des médecins généralistes, des réanimateurs, des infectiologues, le monde entier. Là, ils pensent aux autorités de santé, essentiellement, aux scientifiques. Oui, mais ils s'adressent au monde. Attention, la pandémie, elle ne s'arrête pas à l'Hexagone. Il y a des Italiens qui n'ont pas prescrit, il y a des Espagnols qui n'ont pas prescrit, je peux faire le monde entier. Ces gens-là seraient des criminels. C'est franchement, ça me met en colère. Quant aux chiffres tout à fait fantaisistes qui sont cités, qu'on aurait sauvé 25 000 personnes sur 30 000 si on avait donné la chloroquine. Encore faudrait-il que ce médicament soit efficace, et à ce jour, on attend toujours la démonstration. Et que même en supposant qu'on démontre demain, ce qui est loin d'être le cas, qu'il soit efficace sur certains patients, d'où sort ce chiffre de 25 000? Donc moi, j'attendrais, premièrement, que sur ces plateaux de télévision ou radio, il y ait un peu de contradiction. Je ne comprends pas que sur ces plateaux, il n'y ait pas une discussion contradictoire. C'est grave. On vient d'avoir 3 mois de confinement, 3 mois de pandémie, 30 000 morts. Vous imaginez les familles en deuil, dont les grands-parents sont morts et à qui on dit « on aurait pu les sauver, mais votre médecin, c'est un criminel ». C'est scandaleux. C'est strictement scandaleux. C'est honteux vis-à-vis des familles de faire ça. Et donc, il faut qu'il y ait contradiction sur un plateau de télévision et que ce collègue, cette personne, s'explique et que, point par point, il y a des gens quand même qui disent « mais d'où nous sors-tu cela ?» C'est vraiment pas bien. Et sur des conflits d'intérêts, sur les liens d'argent entre les médecins et des laboratoires pharmaceutiques. Il y a toujours eu des collaborations entre l'industrie pharmaceutique et le corps médical, toujours. Alors c'est compliqué, on ne va pas le faire, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Le lien d'intérêt, c'est quand l'industrie finance vos travaux de recherche. Il y en a toujours eu. Donc d'abord, inférer qu'un médecin, parce qu'il travaille avec un laboratoire, va laisser des gens mourir, c'est du grand n'importe quoi. Ce serait risible si ce n'était pas si grave. Donc moi, je vous dis à ceux qui m'écoutent et qui ont perdu un proche en plus, c'est honteux ce qui est en train de vous être dit. C'est pas vrai. Et je ne crois pas un instant que ceux qui sont cités dans le livre se comportent comme ça. Je ne le crois pas un instant. C'est de la diffamation. Non. Alors c'est triste parce qu'il y a beaucoup de morts à la clé, mais c'est quand même très bizarre d'entendre ça parce qu'il y a eu 0 diffamation dans mes propos ni dans mon livre. Si vous regardez bien, c'est le journaliste qui a dit que j'avais traité des médecins de criminels. J'ai jamais eu cette parole ni dans mon livre ni par voie orale dans n'importe quel média. Ça a été repris par ce professeur de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière de façon extrêmement agressive en disant que j'accusais des millions de médecins dans le monde d'être des criminels. C'est eux qui ont tenu ces propos scandaleux, ce n'est pas moi. Donc ça, c'est quand même terrible d'oser essayer de me mettre ça sur le dos. Et ils ont activé une espèce de campagne pour que le Conseil de l'ordre me radie le droit d'exercer, etc. C'est absolument honteux ce qui s'est passé. J'ai diffamé personne. Tout ce que j'ai dit dans mon livre est sourcé. Et en droit, quand on met les sources et on le dit de façon non agressive, ce n'est pas une diffamation. Et je n'ai jamais porté atteinte au principe de la déontologie, parce que la déontologie, on peut faire une faute si on accuse tel médecin d'avoir maltraité son malade. Je n'ai jamais fait ça. J'ai accusé simplement certaines personnes d'avoir eu des conflits d'intérêts et d'avoir continué à siéger dans une commission. Et là, j'ai même demander des explications au ministre de la Santé, Olivier Véran, comment il avait pu cautionner de maintenir dans des groupes de travail des gens qui avaient des conflits d'intérêts manifestes qui étaient publics. Là, je ne comprends pas le ministère, il n'a pas fait son boulot. Et même Olivier Véran a défendu ça en disant « Non, les liens d'intérêt sont légaux ». Mais Olivier Véran, il faudrait encore qu'il fasse un cours de formation continue, parce qu'il est médecin, pour apprendre la différence entre un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt. Pour moi, c'est un scandale d'État. Ils sont tous encore en place, les gens qui ont pris les décisions. Ils sont toujours en place aujourd'hui, après des mois et des mois d'erreurs. Et depuis même plus de 10 ans, par rapport à Salomon, justement. Ça fait des années que ça dure. Et quand mon livre est sorti, donc c'était à la mi-juin, c'était « Y a-t-il des erreurs qui n'ont pas encore commises ?» Je pensais qu'ils les avaient toutes faites. Et on se voit que depuis juin, ils continuent à en commettre. C'est de la folie. Est-ce que vous vous rendez compte que là, en fait, la population mondiale est prise en otage de discours entre scientifiques, en fait, de points de vue de scientifiques sur lesquels, effectivement, on n'a aucune prise. C'est grave. C'est très grave parce que les gens dans la population qui connaissent rien à la médecine, et je leur en veux pas, en plus beaucoup de ces publications sont en anglais, sont assez
c'est assez difficile à comprendre. Ils voient des publications foireuses comme celle de Recovery ou Discovery dernièrement. Il y a des publications totalement foireuses. La publication anglaise, on utilise des doses toxiques d'hydroxychloroquine qui sont presque une dose pour se suicider. Mais comme un comité d'éthique en Angleterre a pu laisser passer une énormité pareille, on nous dit ça montre que la chloroquine c'est toxique, quoi. Il y a du tout et du n'importe quoi, et c'est difficile pour le Français moyen, même dans les autres pays, de voir des experts qui se battent sur les plateaux de télé. Ils sont totalement perdus. Mais là, on voit que le gouvernement surfe là-dessus, parce que alors que l'épidémie est en train de continuer de régresser partout dans le monde, que la mortalité diminue, le nombre d'hospitalisations diminue en France pendant tout l'été, juillet, août, même s'il y a encore quelques cas graves, mais moins graves qu'avant. On continue à nous dire que la deuxième vague arrive, une croissance exponentielle de la pandémie. Je lis ça tous les jours. C'est la Direction générale de la santé qui dit ça fin août, début septembre. C'est n'importe quoi. Et tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous. Alors si vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Et ça s'appelle de la manipulation, parce qu'ils ont dépensé des milliards d'euros, de dollars pour le vaccin. Tous les pays ont mis la main à la poche, y compris la France, avec des sommes énormes. Les 5 fabricants de vaccins se sont déjà partagés le marché mondial, c'est 7 milliards d'individus, et ils veulent leurs centaines de milliards de retour sur investissement. Donc ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Mais ce vaccin, honnêtement, à quoi il sert aujourd'hui? Il y a très peu de morts chez les gens à risque, il suffit de les isoler, de les traiter. On a un traitement en hydroxychloroquine, azithromycine qui marche à presque 100% s'il est donné suffisamment tôt, qui ne coûte pas cher. Tout ça, c'est de la manipulation pour que... c'est une histoire de fric, en gros. Mais je trouve ça vraiment scandaleux qu'on profite de la pandémie pour que ce soit récupéré par le business. Donc le Conseil de l'ordre, en plus de ça, pourrait être un levier pour essayer d'avoir un peu plus de transparence et un peu plus de vérité dans ces conflits d'intérêts. Alors, ce qui se passe dans la déclaration des conflits d'intérêts, c'est que si vous avez touché de l'argent de l'industrie, vous devez déclarer les voyages, les avions, les hôtels, les restaurants. Ça, c'est obligatoire de mettre les sommes. Mais malheureusement, en France, si on a des contrats avec des gros labos, on n'est pas obligé de mentionner le chiffre des honoraires ni le chiffre des contrats. Alors, certains contrats, on ne se les met pas forcément dans la poche. Ça peut être aussi pour votre laboratoire, pour votre service, mais les chiffres ne sont pas mentionnés. C'est l'industrie pharmaceutique qui a obtenu cet amendement à la sortie de la loi Bertrand. Il y a eu des lobbyistes qui sont intervenus pour supprimer les sommes. Donc on voit très bien, il y a des médecins honnêtes qui déclarent tout, y compris leurs honoraires, puis d'autres qui ne déclarent pas. Ils disent j'ai 10 contrats avec tel labo, etc. Il n'y a pas de somme. Donc ça veut dire que les sommes marquées, c'est souvent les sommes minimum qu'ils ont touchées. Quelquefois, ils ont touché bien plus. Et c'est vrai que le Conseil de l'ordre, au début, était chargé de mettre un petit peu de l'ordre, si je puis dire, là-dedans, mais a été débordé parce que à chaque fois qu'on va en congrès, on doit demander une autorisation. Il y avait des milliers de dossiers à gérer. Ils n'ont pas pu forcément tout gérer comme il faut. Mais j'espère que ça va être l'occasion de revenir là-dessus et d'être beaucoup plus strict dans la surveillance de ces conflits d'intérêts qui peuvent, dans certains cas, s'assimiler à de la corruption. Racontez-nous ce que vous avez raconté une personne à l'OMS. Je me bats depuis des années pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, et sa non-reconnaissance, c'est aussi un immense scandale où il y a de la corruption derrière. C'est une vraie violation des droits de l'homme dans beaucoup de pays. Et avec un groupe de personnes très actives dans le monde entier, des experts de différents domaines, on était allés à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies à Genève, pour dénoncer ça. On avait rencontré des rapporteurs spéciaux, on est allé 2 années de suite, et un rapporteur spécial un jour nous a dit, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption sur la planète, même avant les bâtiments travaux publics, parce qu'un médicament, ça ne coûte pas forcément très cher à fabriquer. Bon, ils peuvent se planter, ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit, mais une fois que le produit marche et lancé, après, les chaînes de production baissent les coûts et ils peuvent le fabriquer pour $5 et vous le vendent à 500 ou $800. Ça dépend des produits. Mais donc, les marges peuvent être colossales. Et après, quand ils se battent sur le marché pour le cholestérol, pour un vaccin, pour n'importe quoi, pour un anti-VIH, pour le sida, influencer des leaders d'opinion majeurs dans les pays,
ça peut permettre de prendre 20-30% d'une part de marché, donc ça se chiffre en milliards de dollars. Donc on voit là qu'il y a une guerre féroce qui n'existait pas. Il y a toujours eu un petit peu d'influence et de corruption dans l'histoire, mais on voit que depuis une vingtaine d'années, d'abord les chiffres ont explosé, les chiffres de sommes d'argent, et puis la lutte est devenue de plus en plus féroce avec des lobbyistes partout. C'est incroyable, donc en pleine crise, on change les critères, on change les mots. C'est pas qu'on a changé les critères, on présente les chiffres qui arrangent les autorités. Mais même les notions d'épidémie et de pandémie ont changé aussi, ont évolué dans cette crise, non? Oui, mais ça a toujours changé. Ça a toujours changé, d'accord, c'est fluctuant. 2 mots sur qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour que ça change? Aujourd'hui, pour que ça change, il faudrait déjà dire à tous les experts qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie de s'en aller. Ce serait quand même, vis-à-vis des Français, la moindre des choses. Surtout des plateaux télé? Des plateaux télé, et puis surtout des groupes de travail où ils émettent des recommandations pour le gouvernement. Ce serait de surtout rétablir la liberté de prescription pour les médecins. Les médecins généralistes sont en colère parce que moi, je les ai toujours soutenus, contrairement à ce qu'avait dit un journaliste que j'étais soi-disant contre les médecins. Au contraire, j'ai toujours dit que les médecins étaient magnifiques, mais on leur a enlevé le droit de prescrire. On leur a autorisé à prescrire un médicament pour abréger la vie. Ça a été quand même très violent pour les médecins généralistes de voir cette attaque qui est une des premières dans l'histoire de la médecine française. C'est la première. Que les politiques interdisent à des médecins de prescrire en leur âme et conscience, selon leur serment d'Hippocrate, en fonction des données publiées et de leur propre expérience. Et on voit plein de généralistes qui ont dit heureusement on a pu guérir des gens grâce à l'azithromycine, ils ont publié pour certains, mais ils ont fait ça un petit peu dans leur coin, en prenant des risques, en étant menacés par le Conseil de l'ordre des médecins, qui même avait fait un texte en les menaçant de les radier. Voilà, donc c'est à cause du Conseil de l'ordre qu'on ne les entend pas suffisamment, ou pas assez en tout cas? Il faut savoir qu'en France, les médecins généralistes, depuis quelques années, vivent dans la peur. On les poursuit pour beaucoup de choses, pour les antibiotiques. Moi, je vois aussi la même situation dans la maladie de Lyme chronique, où il y a des centaines de médecins qui soignent les malades. Ils sont menacés de radiation, ils sont convoqués par la caisse d'assurance maladie. Il y a une espèce de chasse aux sorcières qui se généralise avec les agences régionales de santé. Donc les médecins ont peur de bouger. Mais ils se sentent totalement solidaires de ce que je dis, mais ils n'osent pas aller au front. On va terminer avec ce qui m'avait vraiment choqué dans votre livre, c'est quand vous racontez cette expérience, quand vous parlez de la situation de l'hôpital qui a été dégommée à la tronçonneuse, cette expérience avec des personnes d'une grande école de commerce, HEC, où vous êtes retrouvés en fait à faire des jeux de rôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2-3 mots et qui montre un petit peu vers quoi justement cette médecine, cette santé se dirige? Alors en France, il y a une loi qu'on appelait la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui est la loi Bachelot, que nous, les médecins à l'hôpital, on appelait la loi Scélérate, qui était chargée de transformer l'hôpital public en entreprise privée pour gagner soi-disant de l'argent. Mais c'était complètement pipé parce que si on faisait plus d'activités, on nous disait vous allez gagner plus. Mais après, comme c'est la Sécu qui paye les hôpitaux, ils ont dit stop, arrêtez d'augmenter l'activité, on ne peut pas suivre. Et ce qui était très drôle à l'époque, quand j'étais chef de service, j'étais nommé chef de pôle. Alors un pôle, c'était un groupe de service, c'était une espèce d'unité de production. On a eu des cours par des professeurs d'HEC, donc une grande école de commerce, pour nous apprendre, à nous pauvres médecins, à nous laver le cerveau, dire vous n'êtes plus là pour soigner les gens, pour faire de l'empathie, vous êtes là pour faire gagner de l'argent à votre hôpital. Et ça a été vraiment cocasse parce qu'ils nous donnaient des cours d'économie, il fallait prendre des parts de marché aux cliniques à côté, avec des jeux de rôle où un jouait le directeur de l'hôpital, l'autre l'agence régionale de santé, l'autre le méchant chef de service qui ne comprenait rien. Mais après, on leur a fait comprendre que leur modèle économique ne collait pas à l'hôpital, parce que si on augmentait l'activité, si on prenait des parts de marché, on nous baissait le prix du point pour gagner toujours jamais plus. Et là, ils ont été estomaqués à la fin, et ils ont dit, mais comment vous arrivez à travailler comme ça? C'est pas possible. Et on leur avait pas dit ça quand on les a envoyés pour nous enseigner. Et à la fin, c'est nous qui leur avons donné un cours d'économie hospitalière. Ils étaient très intéressés. Dernière question. La base du débat scientifique, c'est la contradiction. Pourquoi elle a été confisquée pendant toute cette période de confinement?
pendant toute la gestion de cette crise, il y a eu un groupe d'experts qui est en symbiose totale avec les autorités, et toutes les autres personnes qui essayaient d'apporter des données contradictoires, y compris appuyées sur des publications scientifiques sérieuses, on les a rejetées d'un revers de main. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai dit l'arrogance, parce qu'ils étaient au-dessus de tout, ils refusaient la contradiction, et c'était très grave, parce qu'il y avait une expérience très importante de beaucoup d'autres personnes, des médecins de terrain, des experts qui n'avaient pas du tout le même avis, et ça a été totalement rejeté. Un immense merci.